Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Oser entreprendre. Je suis Victor Kint et chaque mois je rencontre un ou une entrepreneur, entrepreneuse qui va me raconter son histoire, sa vision de l'entrepreneuriat, ses échecs et ses victoires. Mais pour ce mois de mai, je vais faire une émission un peu plus spéciale puisque comme c'est les élections ici le mois prochain, le 9 juin prochain pour les européennes et le régional, j'ai souhaité rencontrer plusieurs personnalités politiques de partis différents pour qu'ils puissent m'expliquer un peu leur vision de l'entrepreneuriat. On parlera aussi un peu de santé, de prévention de santé, etc. Et pour ce troisième épisode de cette semaine, j'ai l'honneur de rencontrer Jean-Luc Cruc. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, et si je peux juste ajouter quelque chose à ce que tu nous as fait comme présentation. Tu as dit c'est les élections européennes, tu as tout à fait raison. Ce sont les élections régionales, tu as encore une fois raison. Mais c'est même les élections fédérales. Oui, juste, c'est vrai, tout à fait. Donc, excusez-moi, donc c'est aussi le fédéral. Et donc, pour ce troisième épisode, je rencontre Jean-Luc Cruc. Jean-Luc Cruc, qui est député wallon pour les engagés, ancien ministre wallon, ancien bourgmestre également. Est-ce que tu peux brièvement te présenter, pas expliquer notamment tout ton parcours, mais te présenter surtout pourquoi tu fais de la politique et tu as rejoint ton mouvement Les Engagés. Et donc, moi, j'ai 61 ans. Et comme tu le dis, j'ai ce qu'on appelle une expérience en politique. Pendant 22 ans, j'ai assumé les fonctions de bourgmestre de la commune de Frasnes-en-Vin, dans le pays des collines. Il y a plus de 20 ans que je suis député et j'ai eu cette chance d'exercer aussi la fonction de ministre à la fois du budget, des finances, du climat et de l'énergie, et même des infrastructures sportives. Bon. Et puis, à un moment donné, je pensais avoir fait le tour de tout cela, mais surtout, comme tout dans la vie, les choses évoluent et ma pensée politique était peut-être un peu plus fine encore et sûrement plus déterminée. C'est-à-dire que moi je me considère comme un libéral, mais un libéral, certains diront de gauche, mais pas un conservateur. Et je trouvais que le parti dans lequel j'étais, pour ne pas le citer, le mouvement réformateur était devenu beaucoup trop à droite pour moi et parfois frôlait même avec des thèses que je n'aime pas beaucoup. Et j'ai voulu garder cette indépendance qui est la mienne. J'ai marqué mon désaccord à l'égard du président sur la ligne politique qui est la sienne. Je n'avais donc plus de place dans ce mouvement, puisque quand on n'est pas d'accord, clairement, à un moment donné, il faut oser prendre ses responsabilités, c'est ce que j'ai fait. Et je rejoins les engagés, parce que je trouve qu'aujourd'hui, ce mouvement qu'on appelle le mouvement du centre, le centriste, me correspond et correspond bien à la vision que j'ai du monde. Celle d'un pari sociétal. On voit bien que ce monde est en train, ou tente, d'évoluer vers ce que j'appelle des pôles, dualisation de la société. On est de droite, on est de plus en plus à droite, on est à gauche, on est de plus en plus à gauche. Mais moi, je fais le pari du contraire. Je fais le pari de la nuance. Et je considère que justement, la vraie radicalité, c'est pas la posture de droite ou de gauche, mais c'est la recherche du consensus, de la nuance, que j'ai moi-même appelé la révolution des nuances. C'est pour ça que j'ai rejoint le mouvement de Maxime Prévost, Les Engagés, où je lui sens parfaitement bien. Ok, merci pour cette petite présentation. On va directement commencer avec la première question que j'ai posée aussi aux deux autres partenaires qui sont donc Thomas Dermine et Saskia Bricmont. Pour toi, que signifie l'entrepreneuriat? D'abord, un grand bonjour aux deux personnes que tu as déjà interviewées, que ce soit Thomas ou Saskia, parce que ce sont en dehors du monde politique, ce sont aussi des amis dans la vie. Pour répondre à ta question sur l'entrepreneuriat, c'est d'abord une prise de risque par rapport à une idée. Pour les deux, il faut avoir une idée, une envie, une ambition, un projet, et puis il faut oser mettre ce projet dans ce qu'on appelle la praticabilité des choses, la vie du quotidien. Et c'est Arnaud de Cléty, qui est un ancien ministre wallon de l'économie, qui a souvent été avec Jean-Paul ma référence en politique, qui disait, de manière très courte par rapport à l'entreprise, oser, risquer, gagner. Je crois que c'est vrai pour la vie aussi. Mais par rapport à l'entreprise, c'est peut-être encore plus vrai. Et c'est donc prendre une masse de risques parce qu'on a eu l'audace avant d'avoir la bonne idée, ou d'avoir une idée qui méritait de germer. Et puis c'est après aussi être récompensé et de faire en sorte qu'on inscrit finalement ce travail dans un écosystème qui est la vie économique, qui est la concurrence économique.
mais qui est aussi d'emploi. On peut avoir un emploi pour soi-même, ça peut être un indépendant, mais on peut aussi avoir un emploi parce qu'on a des équipes qui travaillent avec soi. C'est donc finalement ce que j'appelle souvent des gens qui, peut-être plus vite que moi encore, perdent leurs cheveux, attrapent des cheveux gris, parce que c'est aussi une base de soucis. Mais j'ai l'impression, pour l'avoir été moi-même, j'ai été indépendant pendant 35 ans comme avocat, gros cabinet d'avocat d'ailleurs, mais je maintiens que ça reste passionnant. Malgré toutes les difficultés, malgré les obstacles, malgré le fait qu'on considère tous qu'on paye beaucoup trop d'impôts et qu'on n'est pas justement rémunéré par le fisc, malgré tout ça, ça vaut la peine. Okay. Et justement, avec cette définition que tu viens de citer, de donner, est-ce que tu penses que la Belgique forme bien les entrepreneurs de demain? Oui, il y a toujours des choses à améliorer, mais moi je préfère voir le côté positif que systématiquement les plaintes. Il y a sans aucun doute des domaines dans lesquels on peut mieux faire. Sûrement ce que j'appelle un cadre qu'on peut améliorer en termes de compétitivité. Et en général, on a en Belgique ce que j'appellerais le sens du consensus, une forme de souplesse qui sied bien au monde de l'entreprise, une capacité de s'adapter finalement aux choses. Et il suffit de regarder une des grandes crises qu'on a vécues sous cette législature, c'est la Covid. Alors, évidemment, on aurait préféré ne pas l'avoir, mais on a quand même vu que, nonobstant la complexité institutionnelle de notre pays, les entrepreneurs ont réussi à s'adapter. Pas seulement les entrepreneurs, les employés, les ouvriers, la machine n'a pas été complètement bloquée. Et plus que d'autres, cette souplesse nous a permis aussi d'être finalement un des pays où la production de vaccins a été la plus forte par habitant. Ça, c'est de know-how, c'est l'intelligence, c'est la formation scientifique qui finalement a fait en sorte qu'à un moment donné, des grosses entreprises ont décidé d'investir en Belgique. Alors je dis, il y a plein de choses qu'on peut corriger encore. Oui. Vraiment. Mais regardons aussi ce côté optimiste. Ok, d'accord. Et justement, au niveau de l'éducation, je sais que tu es très présenté aussi sur cette thématique de l'éducation. Quels sont justement les atouts de l'éducation qu'on a aujourd'hui pour créer l'entrepreneur de demain et quelles seraient on va dire les actions à mettre en place pour améliorer les petites choses des points d'amélioration? Alors je trouve que notre point fort, et qu'on ne développe pas encore assez, c'est l'apprentissage des langues. Dans un pays où il y a 3 langues nationales, tout à fait. Ce qu'on appelle même une frontière linguistique. Moi, j'habite les longs, cette frontière linguistique, et je ne la vois pas. Je vis autant en Flandre qu'en Wallonie, je parle le flamand, je parle le français. Mais quand on a cette chance d'avoir cette multiplicité des langues, renforcer la connaissance pratique des langues, pas théorique. Une langue, ça se vit. C'est comme une culture. Ça s'apprivoise. Et ça se découvre. Et c'est comme ça qu'on finit par aimer. C'est comme une femme, hein. Une femme et un homme dans la vie, ou pour 2 hommes, ou pour 2 femmes ensemble. Il faut connaître, il faut l'approcher, il faut se sentir. En fait, il faut un bain de langue. Donc on a une théorie sur les langues. C'est sans doute vrai et intéressant pour tous ceux qui font de la linguistique. Et pour le commun des mortels, ce qui est important, c'est de parler la langue. Ça, c'est notre point fort et on peut aller plus loin encore. Notre faiblesse, c'est justement une faiblesse par rapport à l'entreprise. C'est que le monde de l'enseignement est trop éloigné, n'est pas suffisamment présent dans le monde de l'entreprise. Et l'entreprise n'est pas assez présente dans le monde de l'enseignement. Je crois qu'il faudrait que les jeunes, avant qu'ils ne terminent le parcours classique, comme on dit, puisque on va jusqu'à 18 ans à l'école, alors qu'il y en a d'autres qui ont d'autres choix de vie. C'est parfois d'ailleurs aussi une souplesse qu'il faut garder. Mais ne connaissent pas suffisamment, en abordant ces grands choix de vie, une fois la majorité atteinte, ne connaissent pas suffisamment ce qu'est réellement, concrètement, l'entreprise. Ce que c'est une comptabilité, ce que c'est un outil de production, ce que c'est une économie de marché. Je crois que tout ça, on peut mieux l'apprendre et l'approcher quand on est dans la vie éducative. Et ça mérite un travail en profondeur entre ces deux, pas milieu, moi j'aime pas le terme de milieu, mais entre ces deux faces d'une même pièce finalement, ce sont les 2 faces de la vie, l'apprentissage, même si on apprend toute sa vie, et puis après la responsabilité par rapport à des vocations professionnelles. Et donc, pour revenir un peu à ce que tu disais au niveau des langues, tu soutiens le fait qu'il devrait y avoir plus d'échanges justement entre les différentes écoles
que les Wallons devraient plus aller étudier en Flandre et que les Flamands devraient plus étudier, et sans oublier aussi la côté germanophone de ce côté-là, devrait plus avoir de l'échange alors. Oui, mais c'est comme toujours, ce côté pratique. J'ai créé la première école d'immersion dans ce pays, il y a plus de 25 ans. Maintenant, d'immersion en français-flamand, parce qu'il y en avait une juste avant, à Liège. Les Liégeois sont ce qu'ils sont, évidemment. Eux, ils n'avaient pas pensé qu'ils pouvaient le faire en français et en flamand, donc ils ont fait en français et en anglais. On connaît l'esprit frondeur de Liège. Moi, je suis peut-être un peu plus modeste, et j'avais dit, si c'est possible à Liège, c'était Lorraine Monkelins qui était à l'époque ministre de l'enseignement. J'ai dit, si c'est possible à Liège, en français et en anglais, ça doit être possible à Fresnes-en-Vin, en français et en flamand. On l'a fait. Et cette école, elle vit toujours. Hein. À l'époque, première cohorte, comme on dit, il y avait 12 élèves. Aujourd'hui, ils sont 400 dans cette école en maternelle et en primaire. Puis la télé d'Anvin a pris la main, et dans la télé d'Anvin, aujourd'hui, en secondaire, on fait aussi immersion français, flamand, français, anglais, double immersion. Des jeunes qui ont 3 langues dans leur cursus dans la même année, donc français, anglais et flamand. Et ça fonctionne. Et ils n'ont pas les têtes perdues. Et ça passionne même leurs profs. C'est ça qui est intéressant. Donc ça crée d'un. Donc je crois que là, on a un côté pratique, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir une pédagogie qui fonctionne. Cerise sur le gâteau, même pour cela. Et je l'ai déjà dit à la préfète de la télé d'Anvin, mettez-les pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois en Flandre ou en Angleterre. Ils n'auront pas perdu leur temps. Ils en reviendront plus riches encore. Et j'ai eu cette chance avec mes enfants qui étaient à la télé d'Anvin. Ils ont eu cette possibilité-là. À l'époque, ça a été ouvert. Et ils ont passé 1 mois à la télé de René et Ronde se René. Bien, en revenant après le mois, les deux partaient avec des pieds de plomb. Hein, parce que, évidemment, ils ont quittent leurs habitudes. Après 1 mois, j'en avais une, ma fille Rachel, qui ne voulait plus revenir. Elle voulait rester à la télé de René. Et puis j'en avais un autre qui s'était fait des copains et qui trouvait que c'était génial de ce qu'ils avaient fait là-bas. Bon, ils ont sans doute fait une petite bêtise ou l'autre en plus qu'ils ne m'ont pas dit directement, mais c'est la vie, c'est ça. Et donc je savais que c'était gagné. Dans leur cartable aujourd'hui, bon, ils ont 27 ans tous les deux, c'est des jumeaux, dans leur cartable, ils ont cette connaissance des langues. Jamais ils ne m'ont dit, qu'est-ce que c'est lourd ce cartable avec les langues dedans? Ça a été plutôt une facilité pour trouver du boulot. Et justement, le fait d'apprendre plusieurs langues dès le plus jeune âge, ça ne fait pas peur justement aux parents du fait que ces enfants, les enfants qui vont étudier les différentes langues vont avoir des lacunes justement sur leur langue maternelle. Le fait de parfois mélanger des mots, on sait par exemple, il y a des mots qui se ressemblent, on parle de l'anglais, parce que j'ai fait immersion en anglais à l'Athénée de Royal Robert Campin, et donc je sais par exemple le langage, language, il y a des différences. Voilà, comment tu vois justement cette différence linguistique? Il ne tire une idée, au contraire. En fait, toute la pédagogie de l'immersion, c'est de dire qu'il faut commencer le plus jeune possible, le plus tôt possible. C'est pour ça qu'on commence en 3e maternelle. On pourrait même le faire avant. Hein. Donc, on s'est dit, et si on gardait d'abord la base du beurre, la langue originelle, qui est celle dans laquelle on se véhicule dans la vie de tous les jours. Mais pourquoi est-ce qu'on dit le plus jeune possible? Parce que le cerveau, c'est comme la plasticine. Donc il y a une plasticité du cerveau énorme quand on est jeune. C'est comme les artères dans les membres, avec l'âge, ça devient un peu dur, quoi. Mais, quand c'est souple, ça rentre plus facilement, l'éponge, elle intègre tout plus facilement. D'où le fait de commencer très tôt. C'est un jeu pour des enfants en 3e maternelle. La langue est un jeu. Et la réalité le prouve. Les expériences aujourd'hui, les expériences, hein, quand on a 50 000 enfants en Wallonie qui suivent les cours en immersion, on n'est plus dans une expérience. Et clairement, on prouve bien que cette plasticité fonctionne et que donc le jeu marche également. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a jamais d'échec? Si, ça peut arriver évidemment. Mais dans l'enseignement dit classique, ça arrive aussi. Oui, c'est sûr. Donc ça, c'est l'attention qu'il faut par rapport à certains enfants qui parfois peuvent commettre une autre difficulté. Un bon encadrement permet souvent de corriger cela. La grande difficulté aujourd'hui, elle n'est pas tellement par rapport à la pédagogie, elle est dans le fait de trouver les ressources humaines, la pénurie d'enseignants, et d'enseignants néerlandophones et anglophones en plus. Peut-être que là aussi, on aurait pu mener des réformes qui n'ont pas été menées. Je suis intervenu au Parlement, manifestement, ce n'était pas dans les priorités de la ministre, mais c'était de dire, formons nos étudiants francophones
à l'immersion, de manière à ce qu'ils puissent eux-mêmes être de parfaits bilingues trilingues qui enseignent dans la langue cible. C'est possible. Allez au Québec, c'est dingue, j'ai copié le modèle, moi c'est sur le Québec, c'est ce qu'il faut. Pour la petite histoire, au Québec, l'immersion était, et je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas à l'époque, l'immersion était interdite aux francophones. Ok. Parce qu'ils considéraient que c'était une manière d'intégrer les anglophones du Québec. Ok. Et les anglophones avaient dit, bah, nous, on va faire cet effort-là. Pour la petite histoire toujours, puisqu'on parle d'entreprise, d'économie aussi, regardez les postes de l'administration canadienne et québécoise en province de Québec, souvent, il y a des domaines anglophones qui ont appris le français. Ça n'a pas été un handicap, c'est plutôt un élément supplémentaire dans cette possibilité de réussir. Et quand je dis réussir, c'est pas de gagner du pognon, c'est de bien en sa peau dans la vie. Tout à fait. Très intéressant. Et pour clôturer justement avec ce chapitre sur les langues, qu'est-ce que tu dirais aux parents qui souhaiteraient mettre leurs enfants en Flandre, bon, ici on va parler vraiment de personnes cérébrales médicales, mais qui eux n'ont pas justement cette langue néerlandophone et qui se disent ben moi voilà mon enfant en troisième maternelle et en primaire, en secondaire, quand ils vont venir faire leurs devoirs, leurs leçons, je ne peux pas les aider. Comment tu essaierais de les motiver quand même à s'inscrire? Alors ceux qui ne font pas de l'immersion mais plutôt du plongeon, ça c'est clairement dans la communauté flamande. L'immersion, les deux. Mais c'est pas la même chose. Mais moi j'ai du respect pour ceux qui font ça aussi. Je crois que bon, enfin moi-même j'ai fait une partie de mon cursus en Flandre, donc je crois que c'est pas du tout impossible. Il y a une difficulté supplémentaire, pas seulement pour les parents, que ce soit en immersion ou pas, et je vais revenir sur ta question. Dans le plongeon, il y a aussi un déplacement de communauté, et là, peut-être que l'éloignement par rapport à la langue maternelle peut être une difficulté. Mais ce n'est pas toujours le cas non plus, donc restons très, très souples là-dedans. Par contre, par rapport à ce que tu pointes comme pseudo-difficulté, c'est que le parent ne parle pas la langue cible, et donc ne pourra pas aider son enfant. Toutes les études disent et prouvent que ce n'est pas un problème. On ne demande pas aux parents, justement, de travailler la langue cible. Ça, c'est le rôle de l'école. C'est le jeu à l'école. C'est les heures qu'ils passent là-dessus. Quand ils rentrent à la maison, plutôt que, ton café d'immersion anglais, on dit « keep quiet », restez calme. Retrouvez vos bases, retrouvez vos relations humaines dans la langue maternelle qui est la vôtre. Et c'est cette mixité qui fait l'épanouissement de l'enfant. Ceux qui pensent que pour performer à l'immersion, il faut, au-delà de l'école, encore donner des cours de langue, prennent le risque à un moment donné d'avoir une forme de rejet chez l'enfant qui finalement voit dans son univers n'être plus pris que par le monde de l'école, le monde de la réussite. Un enfant, ça reste un enfant. Il a besoin de jeu, il a besoin de plaisir, il a besoin de s'épanouir. Et ça, il le fait quand il voit que les temps sont bien différents, ceux de l'école et ceux de la maison, des loisirs, du sport. Très intéressant. Pour toujours continuer dans l'enseignement, parce que pour moi, l'enseignement va de pair avec aussi l'entrepreneuriat, puisque c'est dans le système éducatif qu'on construit l'entrepreneur de demain. On parle, et ça j'aime bien aussi, j'en ai parlé aussi avec Thomas Dermine, de la question de la différence entre le général et le professionnel. On a tendance, en tout cas moi j'ai l'impression, que le professionnel, les personnes qui vont au professionnel sont plutôt les personnes qui sont reléguées en fait. Et puis le général c'est vraiment la division 1, après tu fais les générales, tu fais l'UNIF, puis après tu auras une belle carrière, un beau salaire, etc. Mais on laisse beaucoup de côté justement le métier professionnel qui est pour moi vraiment un enseignement très qualitatif. Dans le sens où il y a énormément d'entrepreneurs, de chouettes entrepreneurs qui bâtissent vraiment même un empire entre guillemets dans le même bâtiment, dans la menuiserie et même dans ce côté aussi alimentaire. Comment toi tu vois justement cette différence? Est-ce que tu rejoins un peu ce que je dis? Pas du tout. Et comment faire pour justement que le professionnel soit mieux avancé? Je te rejoins sur le constat. Et qui est un constat parfaitement injuste. On a besoin d'enseignants et d'enseignements qualifiants, techniques et professionnels, comme on dit souvent,
comme de pain. Et donc il faut réellement revaloriser ces filières. Et c'est pour ça que je crois qu'en autorisant parfois plus tôt les jeunes à pouvoir rentrer dans ces filières, parce qu'ils font un choix à ce moment-là d'un métier, connaissant qu'il y a des gens qui sont parfaitement capables, 14-15 ans, de dire « moi c'est ça que j'ai envie de faire. Je veux être un grand cuisinier. Ce qui m'intéresse c'est la cuisine. Ben, est-ce que je dois rester jusqu'à 18 ans sur les bancs d'enseignement général? Ou bien est-ce que je peux clairement apprendre mon métier avec le monde de l'entreprise, tout en continuant à avoir des cours? Et ça, c'est pour moi réellement l'échec de cette législature. On n'a pas réussi dans ce qu'on appelle la formation en alternance. Je n'aime pas le terme alternance. Je préfère moi dire la formation en entreprise. Okay. On n'a pas réussi à mettre la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles ensemble. Les ministres présidents n'ont pas été capables de se parler pour réformer cela. Ce qui veut dire que chacun a continué à regarder dans sa petite assiette. Alors que clairement, ces deux doivent être fusionnés. Ils doivent communier pour avoir ce que j'appelle une force supplémentaire. Il y a plein d'exemples de réussite. Plein d'exemples de réussite. J'ai été à l'IFAPME il n'y a pas si longtemps que ça, pour son Xème anniversaire, et à Tournai, où je trouve qu'ils font un travail remarquable. J'ai rencontré des bouchers, des boulangers, qui étaient passés eux-mêmes par cette formation à l'époque, qui aujourd'hui étaient formateurs et formaient donc des plus jeunes. La chaîne fonctionnait. Le savoir était transmis. Et vous savez, et tu sais, Victor, je vais te dire quelque chose. Dans le monde que je vois poindre, celui où l'intelligence artificielle va prendre le pas sur ce que j'appelle les habitudes de certaines professions, où la numérisation va être partout présente, ceux qui ont le plus à craindre, c'est peut-être ceux qui ont aujourd'hui des professions intellectuelles. Et ceux qui doivent le moins craindre, c'est ceux qui ont le métier de la main, ceux qui excellent dans le métier de la main. Parce que de cela, on aura toujours besoin. On aura de plus en plus besoin des infirmières. On ne pourra pas les remplacer par un robot. Quand quelqu'un est sur son lit d'hôpital, avoir un robot qui vient lui poser le pansement, ça c'est possible. Mais un robot qui a un côté humain, qui donne ce petit mot, qui fait en sorte que ce patient se sente un peu mieux, parce qu'il a eu cette chaleur humaine, c'est irremplaçable. Exactement. Et donc ces métiers-là, tous ces métiers que j'appelle du cœur et de la main et de la profession, ils ont pour moi beaucoup plus d'avenir que d'autres. Et donc on ferait bien aujourd'hui de s'y intéresser dans le monde politique un peu plus que ce qu'on a fait dans le passé. Très intéressant, en plus tu fais la transition avec le monde de la numérisation, de l'intelligence artificielle, qui, voilà, on y est, il va y avoir énormément on parle même de révolution numérique. Quelle est ta vision justement là-dessus, mais plutôt d'un point de vue industriel et économique? Elle ne me fait pas peur. Non. Pas peur du tout. Il y a toujours eu, à toutes les époques, des évolutions. Il faut qu'on les apprivoise, ces évolutions. Il faut qu'on rentre dedans, qu'on en sorte tout le côté positif et performant. Si ça permet d'alléger plein de tâches qui étaient des tâches qui faisaient finalement parfois de l'homme, non pas un robot, mais plus un esclave, la rien femme, eh bien, profitons-en. Si on peut trouver plus facilement un certain nombre de solutions, parce que justement, cette richesse numérique a permis d'accumuler plus rapidement des expériences, profitons-en. Mais faisons en sorte aussi que ça puisse continuer à créer une richesse qui soit moins individuelle. Parce que ma crainte, elle n'est pas à l'égard des techniques, elle est à l'égard de ce que j'appelle l'individualisme. C'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure à ta question en disant je suis contre cette dualisation de la société. Ouais. Parce que là, on forme une société d'individualistes. Quand on ne connaît plus ses voisins, ah oui, on rentre chez soi, on a bien travaillé, on peut se payer un petit restaurant si on veut le soir, parce qu'on en a les moyens, mais on ne connaît plus son voisin. On devient obèse, on veut des comptes. Il vaut mieux aller parler un peu avec le voisin, puis avec l'autre voisin. On a besoin de communiquer. Et donc, ne reprochons pas à l'intelligence artificielle, ne reprochons pas au numérique de faire en sorte qu'il ne puisse pas nous rendre des services, il peut le faire. Faisons en sorte que l'être humain reste les pieds sur terre et qu'il puisse avoir plus de vie sociale. Parce que ma crainte, c'est ça. C'est qu'à travers ces outils, on ait moins de vie sociale. Parce qu'on reste sur ces outils, on reste sur ses appareils, on reste sur son écran.
si ça te donne plus de liberté, va faire un jogging, inscris-toi dans un club, va regarder des enfants qui jouent au hockey, au football, qui font de la gymnastique, parle avec d'autres. Je crois que c'est ça, la nouvelle vie dans laquelle on va pouvoir rentrer. Où la santé nous permet d'ouvrir mieux les yeux que de simplement auparavant se dire ils se ferment parce qu'ils sont crevés. Donc moi j'ai beaucoup d'espoir, je ne suis pas quelqu'un de pessimiste, mais je vois aussi les dangers. À nous, à faire des bons choix. Tout à fait, tout à fait. Pour continuer aussi dans la digitalisation, il y avait une étude qui est sortie avec l'Université de Liège qui a montré qu'au niveau de l'enseignement, on était les derniers de la classe. La Wallonie était les derniers de la classe au niveau de la digitalisation de l'enseignement. Comment toi tu vois, toi on voit cette thématique de l'enseignement, comment tu vois justement la digitalisation comparée entre la Flandre et la Wallonie? Est-ce que tu vois vraiment qu'il y a un écart? Alors, prudence, je n'ai pas vu cette étude, mais évidemment, je prends pour argent comptant. C'était sur Internet aussi, donc je te donnerai le lien. Comme je ne regarde pas beaucoup la télévision, je ne l'ai pas vu non plus. Mais ce n'est pas grave, je pense que ce que tu dis est assez conforme, malheureusement, aux réalités. Mais comment faire? Et comment on le fait par rapport à l'entreprise? Faisons rentrer plus rapidement, mais avec toute la pédagogie utile, ce monde du numérique dans l'école. Mais formons aussi les enseignants à apprivoiser, à maîtriser et forcément à éduquer par ce système-là. Parce que c'est pas tout de rentrer les machines, de rentrer à la technique, de sortir le chèque, on paye. S'il n'y a pas cette révolution pédagogique finalement par rapport aux outils, on ratera. Moi j'ai tendance à dire qu'on ne fait pas le métier d'un autre. Et le problème c'est que on ne s'improvise pas enseignant. Ça c'est vraiment quelque chose d'humain. Donc il faut qu'on forme les enseignants, ça. C'est tout un travail réellement à refaire au niveau des hautes écoles, des universités, pour que ceux qui sortent soient finalement des pionniers, parce qu'ils maîtrisent l'outil. Alors c'est un danger, c'est qu'on sait que c'est les personnes qui ont ces connaissances-là, généralement, sur le marché de l'emploi, ils sont très valorisés. Et si on compare le salaire de ceux qui travaillent dans le monde du numérique au salaire des enseignants, il y a sûrement un gap, une différence importante. Donc il faut peut-être aussi permettre et oser dire dans la société, vous voulez des enseignants qui maîtrisent ça aussi en plus, peut-être faites en sorte que non seulement ils puissent continuer à aimer leur métier, mais qu'aussi ils aient un statut qui soit valorisé, qu'ils aient une reconnaissance par rapport à ce qu'ils sont. Et ça passe parfois aussi par le salaire. Comment tu vois justement la différence entre la Wallonie et la Flandre dans l'entrepreneuriat et dans le monde économique? Je ne vois pas de grande différence. Je vois des histoires différentes, un passé différent. Une Wallonie qui est effectivement sortie de la guerre 40-45, a connu avec ses fleurons industriels une réussite, alors que la Flandre n'avait pas ces industries-là, et s'est tournée vers d'autres industries qui ont été finalement celles qui ont créé la richesse. L'histoire est un éternel recommencement. Donc moi, cette différence entre les uns et les autres, je me refuse de taper dessus en disant blanc ou noir. Enfin, plus, on revient à ce yin-yang, c'est ce dualisme qu'on ne comprend pas. Je vais d'ailleurs citer une phrase qui m'a inspiré. Elle a été, l'auteur, est le patron d'une grande entreprise en Flandre, puisqu'elle a été entreprise de l'année, pas très loin de chez nous, Willy Nassens, entreprise Nassens. Et Nassens, il y a quelques mois, me disait, quand je me promène dans les zonings, les zones d'activité économique en Flandre, et que je vois à 18 heures de la lumière, je sais qu'ils sont en train de faire du sport. C'est une salle de sport qui est illuminée et ils font du sport. Quand je me promène dans une zone d'activité économique en Wallonie et que je vois des lumières dans ce zoning allumé, je sais qu'ils sont en train de travailler. C'est incroyable. Un patron flamand qui vient de dire on travaille à 18 heures encore. Peut-être parce qu'on en a encore besoin aussi. Et moi, je lui ai répondu, en réalité, il faut peut-être que ces lumières soient allumées des deux côtés, parce que faire du sport peut aussi être un élément intéressant pour son équilibre sur le plan professionnel. On en discutera après. Mais reconnaître que la mentalité évolue en Wallonie,
c'est déjà un bon pas. Donc une fois de plus, il faut arrêter de taper sur la tête en disant vous êtes les moins bons. Ça c'est faux. Moi, c'est que dans l'éducation, hein. Je préfère que tu dises à quelqu'un, mais tu as bien fait ça. Tiens, ça, tu pourrais peut-être encore le faire comme ça. C'est comme ça qu'on s'améliore. Mais si tu passes ton temps à dire à quelqu'un, putain, vaut rien. Moi, je ne sais pas ce qu'on va faire avec toi. Là, oui, c'est un trou noir. Comment est-ce qu'on motive les gens? Tout à fait. Donc, un peu d'optimisme. Et j'ajoute une chose. Oui. Parce que ça, il y a longtemps que je tiens à cette théorie-là. Ça prouve que parfois le gap existe encore et qu'on n'a pas comblé. Mais j'ai un jour dit ça dans une négociation qu'on avait sur la fameuse Orange Bleue qui n'a jamais vu le jour, à un type qui est devenu après secrétaire d'État à l'immigration. Je ne prononce jamais son nom parce que, comme je le trouve trop proche de ce que j'appelle l'extrême droite, je me refuse de prononcer son nom, mais je trouve qu'elle est parfaitement bien. Et il tenait aussi une théorie en disant, par rapport à la Wallonie, qui, selon son point de vue, était finalement l'antre de tous les maux économiques, traitait pour des moins écrits. À un moment donné, je lui ai dit, écoute, mon ami, quand on est en haut de l'échelle, on ne peut faire qu'une seule chose, c'est redescendre. Dans le meilleur des cas, c'est se maintenir. Et si on redescend, on risque de glisser, ça peut faire très mal, parce qu'on tombe plus vite. Donc attention, quand on se croit en haut de l'échelle, de ne pas tomber et de se faire mal. Quand on est en bas de l'échelle, on ne peut faire qu'une seule chose, c'est de monter l'échelle. Et moi, je préfère, effectivement, considérer parfois être en bas de l'échelle et qu'on la remonte. Et j'espère que si un jour on se recroise, qu'on n'aura pas cette indécence uniquement de regarder celui qui tombe, et qu'on aura la qualité humaine de dire on se tient la main pour remonter ensemble. Ce pays ne peut être fort que de sa différence. La richesse de ce pays, ce sont nos différences entre Wallons et Flamands, qui mises ensemble, et germanophones et bruxellois, qui mises ensemble, nous permettent d'être plus performants. Et donc la différence dans la vie, quelle qu'elle soit, que ce soit pour un pays, pour les races, pour les genres, la différence c'est la beauté. Qu'est-ce qu'on s'emmènerait si on était tous les mêmes? Exactement. D'accord avec toi, ce coup-là. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Très touchant aussi ce que tu viens de dire. Tu as parlé aussi du sport d'entreprise, on va y venir tout de suite, mais juste avant, je voudrais quand même terminer sur le chapitre de l'entrepreneuriat, sur les aides qu'on octroie aux entrepreneurs. Est-ce que tu penses qu'on octroie assez d'aides pour les personnes qui veulent entreprendre? Est-ce qu'il y a assez de soutien, que ce soit économique, que ce soit structurel ou même psychologique, etc., pour les entrepreneurs qui souhaitent entreprendre? Je crois qu'il y a trop d'aides. Trop d'aides? Oui. Ok. Je crois qu'il y a trop d'aides économiques, que le volume qui est d'aide crée d'énormes disconcurrences sur un marché. Ok, intéressant. Pour moi, un marché, c'est d'abord la libre concurrence. Et si on avantage une entreprise plus qu'une autre, ça crée des disconcurrences. Donc attention à ces aides. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer toutes les aides. Je crois qu'il faut être plus qualitatif. C'est de se dire quel est le type d'aide. Et le type d'aide, ça doit être des aides qui vont vers des marges en plus-value, marges dans la recherche, des marges dans le numérique, donc qui donnent aux entreprises un saut qualitatif, mais pas ce que j'appelle un saut de conservatisme. Ça, c'est garder le canard avec la tête au-dessus de l'eau, mais c'est faire en sorte qu'il y a d'autres canards qui essayent de s'en sortir, qui eux vont directement passer en dessous parce qu'ils n'auront pas eu la main. Donc attention à cette manière de travailler. Mais justement, une personne qui souhaite se lancer en entrepreneuriat, qui n'a pas un gros capital pour lancer son activité, son entreprise, comment il le fait alors? Donc là, c'est une autre question, parce qu'on est dans ce que j'appelle le starter, départ. Comment est-ce qu'on est quelqu'un qui a une bonne idée et qui veut démarrer? C'est ça. A priori, l'argent ne tombe pas sous le sabot d'un cheval. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas en Wallonie de l'argent comme ça en creusant, ça ne remonte pas. Je le saurais, j'ai été ministre du budget. Là, il faut juste nourrir les pères. Mais je pense que dans un meilleur dialogue entre les outils économiques, les banques, c'est le métier des banques de prêter à l'entreprise. Hein. Ce n'est pas la vocation première d'un État ou d'une région. C'est sûr. Entre un meilleur dialogue entre les uns et les autres et le starter, en facilitant, en simplifiant le mécanisme. Pour avoir des aides, il faut parfois avoir fait maths sup. En simplifiant ça, c'est-à-dire en disant à chacun fait son métier. La banque, c'est de prêter de l'argent. C'est de prendre des risques aussi. Il peut être couvert
par l'État, c'est une couverture qu'on a à ce moment-là. Les jeunes, l'entrepreneur, ce qui débute, c'est d'avoir l'idée. Et puis, la région, en dehors de la couverture, c'est aussi de pouvoir dire, on a créé un écosystème dans lequel on peut accepter la présence de ces nouveaux partenaires, de ces nouvelles startups. Parce qu'on laisse un espace dans les zones d'activité économique pour justement celui qui commence. Et ça se passe parfois comme ça, on a les invests qui peuvent là aussi jouer leur rôle. Donc, moi j'ai dit simplification et efficacité. Si on fait ça, on va créer aussi une envie pour certains d'oser se lancer. Tout à fait. Quand on parle aussi de chômage, on parle aussi beaucoup de chômage dans les élections, on va encore beaucoup en parler, surtout avec le débat actuel en Wallonie. Quand un chômeur souhaite justement entreprendre, est-ce qu'il a le droit de garder ses aides et est-ce que ces aides sont suffisantes pour lancer, pour avoir une petite barrière de sécurité pour se dire je vais me lancer? Est-ce qu'il faut le limiter dans le temps? Comment tu vois justement le chômeur qui souhaite entreprendre? D'abord, je pense que toute personne qui décide, qui ose, qui prend le risque, qui a l'audace de sortir de sa condition qui est celle de demandeur d'emploi pour partir vers celle d'une indépendance économique et professionnelle, il faut d'abord l'applaudir. Et donc forcément, si applaudir veut dire boum, on lui met directement un bon coup sur la tête en disant terminer tes allocations, tu vas devenir très riche en prenant des risques. Allez, c'est un cauchemar que vous envoyez aux gens à ce moment-là. Donc, clairement, oui, moi je suis favorable à ce que toute personne qui décide de se lancer, pour un temps limité effectivement, puisse continuer à avoir la certitude que s'il se casse la figure, puisse bénéficier encore de ces allocations de chômage. Et pendant un certain temps, parce que la roue ne tourne pas comme ça, les clients n'arrivent pas de jour au lendemain, ils puissent continuer également dans une ouverture comptable, qu'ils puissent continuer à bénéficier de ces aides. Oui, je suis très favorable. Je crois que c'est une des choses qui permettrait beaucoup mieux d'oser prendre le risque de devenir indépendant. Ok, très bien. Et ça conclut sur le thème de l'entrepreneuriat. Il y a un autre thème qui me tient à cœur, c'est le sport, le bien-être et la santé. Tout d'abord, est-ce que on est assez, on motive assez les gens à faire du sport en Wallonie et en Belgique? Je ne sais pas qui devrait motiver. Je crois que c'est un état d'esprit. Et donc c'est une forme de culture. Le sport, il ne faut pas attendre. Donc est-ce que la culture du sport est belge dans l'ADN? Sûrement pas suffisante. Et on revient de nouveau à l'éducation, parce que je pense que le goût du sport, ça s'apprend là, à l'école. Il faut évidemment de l'infrastructure, mais parfois même sans infrastructure, on sait faire du sport. C'est toujours mieux de les avoir. Mais apprendre à courir, trouver du plaisir dans la manière de courir, c'est des choses qu'on peut avoir sans grande infrastructure nécessaire. Mais je crois qu'on a encore trop ce tempérament latin, en se disant, parfois on préfère profiter des bons temps plutôt que de trouver du plaisir dans l'effort. Parce que c'est ça en fait le sport, c'est de l'effort, quel qu'il soit. C'est de réussir à dépasser un certain nombre de limites que le corps a priori nous montre. Et pour les dépasser, il faut une formation, il faut une éducation. Sinon, c'est des mauvais gestes et alors ça a d'autres conséquences. Donc, vraiment qu'il y a là-dedans un apprentissage. Comment est-ce qu'on pourrait changer ça? Moi, quand j'étais à la commune de Frasnes-les-Auvin, à l'époque, on a lancé des chèques sport. C'est-à-dire que pour certaines familles, qui parfois n'avaient pas les moyens de payer une inscription, un club, lui non plus, il ne vit pas sur l'or, s'il n'a pas de recette, il ne peut pas avoir d'entraîneur, il ne sait pas payer des entraîneurs, et il ne sait pas avoir les terrains. Bon. Et c'est de dire à ceux qui n'ont pas les moyens, et malheureusement ça arrive, de pouvoir payer cette cotisation, que le service public, parce que j'appelle ça un service public, vraiment charge cette possibilité de le faire. Alors, ça peut aussi se coupler en demandant aux parents de ces enfants-là de venir apporter une aide. Rien n'est gratuit, au club. Mais au club. On a besoin d'avoir des bénévoles, mais partout dans un club, pour encadrer, pour supporter, pour consoler parfois un jeune qui fait un petit échec au niveau de sa performance, etc. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est du win-win. Pour le parent, en même temps, c'est une occasion de rester peut-être son enfant, peut-être pas accolé, de loin, etc. De s'impliquer aussi. Et quand un enfant voit ça, quand un enfant voit que ses parents
non seulement ils l'ont inscrit dans un club sportif, mais participe à la vie du sport. Très naturellement, il va considérer le sport comme étant un élément de bien-être et de bien-être familial aussi. Et tout à l'heure, quand je te parlais d'intelligence artificielle, c'est à ce monde-là que je rêve, moi. C'est que je n'ai pas fait. Passé mon temps à courir à droite et à gauche, et je n'en veux à personne, si c'était qu'à moi. D'abord, sans doute, pas considérer qu'il y avait des choses qui étaient plus importantes que de bosser, que le travail. Mais à ce monde-là, où pleinement parents, grands-parents, enfants peuvent, quels que soient leurs moyens, trouver ces plaisirs qui ne sont pas subtils, mais essentiels dans le bien-être. Dans une émission française, Quotidien, si je ne me trompe pas, il y a 2 grands athlètes médaillés olympiques. Il me semble que c'est Manodou et Teddy Riner. Si je me trompe, je mettrai un checking. Qui ont dit que la France n'était pas un pays du sport, qu'il manquait d'infrastructures. Moi, la question que je voudrais te poser, tu as été ministre des infrastructures sportives, est-ce que tu penses que la Belgique, elle, a les infrastructures sportives pour avoir des médaillés olympiques? On a tenté en tout cas de mettre sur pied un programme qui s'appelait Wallonie Ambition Or, WAO, on appelait ça, en se disant profitons de la proximité de Paris en 2024 pour mettre à niveau un certain nombre d'infrastructures du territoire wallon et permettre à nos athlètes, pour commencer, de disposer des infrastructures à la hauteur des ambitions, mais aussi peut-être d'accueillir des athlètes de l'étranger. Tout le monde ne va pas directement s'installer à Paris, on connaît des camps également de Paris pour les Jeux Olympiques. Bon, c'était ça l'ambition. Un certain nombre d'infrastructures se sont lancées, ont été mises sur pied, et clairement les travaux ont été faits. Tout n'a pas été fait. J'ai un énorme regret, une énorme frustration. Je rêvais, pas pour le nombril de Jean-Luc Rutte, on s'en fout, mais d'un vélodrome, parce que je crois qu'il y a un apprentissage au vélo aussi, qu'un vélodrome c'est une manière de pouvoir le faire, à Namur, capitale de la Wallonie, en plein centre finalement. Il y avait une colline magnifique où on avait acheté le terrain. Bon, peut-être que parce que c'était Namur, la capitale de la Wallonie, mais surtout la ville de Maxime Prévost, c'était Jean-Luc Ruc, qui est un peu, comme on dit, la bougeotte, et parfois qui est une grande gueule. Bon, quand je suis parti, on a acheté le dossier, et maintenant me dit-on, on va peut-être faire ça à Liège ou à Louvain. Ok, je crois qu'on aura perdu 5 ans. Si ça se fait à Liège ou à Louvain, tant mieux. Moi, je ne vais pas pleurer. Mais ce qui m'intéressait là-bas, en dehors du fait qu'il y avait une symbolique, c'est qu'on avait cette possibilité de financer cela entre privé et public. J'avais des partenaires, des entrepreneurs flamands qui étaient ouverts au financement également. Je ne vais pas en dire plus parce que je l'écrirai un jour. Alors, je crois qu'on a perdu du temps, mais si on trouve une autre solution, ce qui compte, c'est quand même qu'un jour nos cyclistes, 4,5 millions de Wallons, et ce que je vois moi en France. Et j'ai vu cette interview de Teddy Riner. Celle-là, je l'ai vue tard le soir. Je la regarde parfois. On n'est pas couché, je ne sais pas comment ça s'appelle cette émission-là. Et j'adore le personnage en plus. Parce que ce qu'il disait, c'est que s'il était arrivé dans le sport, et ça rejoint un de mes propos tout à l'heure, c'est parce qu'il avait un père, une famille, qu'il avait encadré, qu'il avait entouré, qui croyait en lui, qu'il avait passé des heures sur le tatami, des heures à s'entraîner, des heures de plaisir à le faire, parce que cette ambiance était là. Il reprochait un peu à la fédération, finalement, d'avoir sacrifié ses parents au bonheur de leurs enfants et de ne pas avoir porté une veille utile au bon moment. À une raison ou tort, je ne suis pas Teddy Riner et je ne connais pas suffisamment son histoire, mais quand on voit ce qu'il est aujourd'hui, le grand monsieur qu'il est, tout à fait. Grand monsieur par l'humain, ce qu'il est, on voit que le sport, c'est bien encore autre chose qu'uniquement un expert sportif. Tout à fait. C'est se forger une personnalité. Et c'est aussi très important pour la santé, puisqu'il y a encore une étude qui est sortie, et je pense que ça fait les unes, qui est la nouvelle épidémie qu'on a en Europe et même dans le monde, c'est l'obésité. L'obésité qui fait énormément, qui est la cause d'énormément de soucis de santé. Et justement, le traitement, c'est de faire plus de sport, bouger plus, tu disais tout à l'heure, aller voir son voisin, aller échanger. Et je pense que c'est très important de mettre en avant le sport. Toi, tu as
parler aussi d'un autre exemple du patron flamand qui expliquait qu'en Flandre, après 18 heures, les employés faisaient du sport en entreprise. Quelle est ta vision justement du sport en entreprise? Est-ce qu'il faut du sport en entreprise? Pas que l'entreprise, tu le dis toi-même, c'est un vecteur de la santé. Il faut du sport pour avoir un équilibre personnel. Et pensons peut-être à ceux qui ne savent plus en faire. Parce que physiquement, ils ont plus de difficultés. Il faut aussi qu'ils puissent rester un moment. Moi, m'excusera pour le verbe, mais j'ai eu cette chance d'avoir un cancer. Considéré une chance parce que ça, d'abord parce que j'ai été guéri par des médecins de qualité exceptionnelle et un entourage médical également et familial. Mais ça a permis aussi de régénérer les cellules, de prendre le temps, regarder un peu le monde différemment, de se repositionner, voilà, de faire un certain nombre de choix de vie. C'est pour ça que je parle d'une chance. Mais une des choses qui m'a été dite dans ce qu'on appelle cette revalidation à la limite, c'est continuer à faire du sport, continuer à marcher. Là où auparavant on disait à des gens qui ont le cancer, restez calme, ne bousculez pas parce que votre corps, peut-être aussi votre corps, surtout maintenant, il y a une théorie qui est de dire, allez-y, si votre corps le supporte, allez-y, faites-le. Et donc moi, on m'a encouragé durant toute cette période à continuer à marcher encore plus que je fais. Ce matin, avant qu'on se voit, à 6h du matin, j'ai été faire mes 10 km. Voir la lumière qui arrive, entendre les oiseaux qui s'éveillent en même temps que toi. Mais est-ce que c'est déjà pas être de bonne humeur pour toute la journée? En tout cas, moi, ça me donne de bonne humeur. Ça permet à ton corps de s'aérer, à ton cerveau de se régénérer sans doute aussi, et au bout du compte, d'avoir peut-être plus le sourire durant la journée. Une phrase que je cite souvent, c'est « Vous n'êtes pas de meilleure humeur parce que vous êtes de mauvaise humeur. » Alors autant être de bonne humeur. C'est une partie de ça aussi. C'est vrai. Justement, on parle de santé. Alors là, je prends plutôt parti. Mais j'ai aussi l'impression qu'on ne pousse pas assez la sensibilisation à la santé. On est plus dans et c'est ce que aussi, et là je rejoins le premier épisode avec Thomas Damy, qu'on parlait du curatif, on était beaucoup axé sur le curatif et pas assez sur la sensibilisation. Comment toi tu vois justement, toi tu as eu un cancer et tu le vis à haute voix, qui a aussi changé beaucoup de choses dans ta vie, etc. Comment toi tu vois justement le système de santé actuel et ce système curatif, sensibilisation? Alors comme tout à l'heure on disait qu'il fallait rapprocher l'enseignement du monde de l'entreprise, il faut aussi pouvoir rapprocher le monde du sport, du monde de la santé. C'est une des choses que j'ai pas réussi à faire quand j'étais ministre. Pourtant j'en avais parlé au cabinet, mais la santé, c'est peut-être une autre ministre qui avait la compétence. Moi, j'avais le sport. Et donc, quand on marche un peu sur les plates-bandes de quelqu'un d'autre, il faut son accord, ou bien c'est plus difficile. On arrive dans un blocage au gouvernement. Et ce n'était pas la priorité, en tout cas pour la ministre. Je ne dis pas qu'elle s'est désintéressée de ça, mais bon, elle avait sans doute d'autres chats à fouetter à ce moment-là. Et pourquoi j'avais poussé ce dossier? Parce qu'en France, justement, là, on voit qu'il y a ce rapprochement. Il y a des maisons de santé dans les halls sportifs. Donc, c'est la première rencontre entre le sport et la santé. Le conseil, le petit conseil qu'il faut donner. Et ça va jusqu'à pousser la formation des animateurs de halls sportifs, pas seulement aux premiers soins, mais aussi aux gestes qui sont utiles pour pouvoir rester en bonne santé. C'est clair qu'il reste toute une page à écrire là-dessus. Peut-être que je participerai à celle-là dans les années à venir. Donc il faut quand même plus de sensibilisation. Plus de sensibilisation, mais pour ça il faut qu'ils se côtoient. Il faut que les gens se... C'est pas un luxe d'avoir finalement une consultation médicale dans un hall sportif. C'est peut-être un bon endroit. Il peut y avoir une liaison directe. Tout à fait. Et justement, tu parlais des premiers secours. Et j'ai eu comme ça une question qui m'est venue. Est-ce que les employés des entreprises sont assez bien formés pour les premiers secours? Je ne sais pas y répondre. Je ne vais pas donner une réponse que je n'ai pas, mais si ce n'est pas le cas, ça mérite aussi d'être fait. Est-ce que pour toi, tout employé devrait connaître les premiers secours? Et même tout citoyen. Pas que les employés. Toute personne va pouvoir
avoir le geste qui saute, toute personne devrait pouvoir effectivement poser ces gestes, qu'ils soient employés ou pas. Mais regarde encore, quand on parle du rapprochement sport-entreprise, au sport-santé, c'est encore une des choses qui m'a frappé. Dans les zones d'activité économique, il y a les zones qui sont réservées à l'entreprise. A priori, j'ai bien vu que parfois il y en a qui ont dérogé, mais a priori, la législation interdit d'y installer toute autre chose que des activités de production. Tout à fait. Mais c'est là où certains passent le plus clair de leur temps. Et comme tout le monde, ils ont aussi des pauses. Si on permet d'y avoir aussi des infrastructures sportives, est-ce que ça ne peut pas être utile pour se dire que sur l'heure du midi, plutôt que d'aller fumer 2 cigarettes, d'être sur son machin en train de pianoter, aller faire un peu de sport, on ne les mettra pas dans les conditions optimales pour mieux travailler après. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on doit faire évoluer encore. Et c'est très intéressant sur la pause cigarette qui pour moi est trop normalisée et ça fait, c'est partie de la culture d'entreprise, ça pose café cigarette. Jamais fumé. Moi non plus. Et c'est pour ça que justement, et là je rejoins un peu aussi cette idée sur le fait que on devrait justement, pourquoi pas, privilégier 10-15 minutes de marche ou au moins être actif. Là tu parles en plus de mettre des instructeurs sportifs qui seraient encore un niveau dessus, mais juste faire 15-10 minutes de marche au lieu de fumer, ça irait l'esprit. Je pense que ça pourrait être bien. Ça, c'était ma petite partie. Alors, une petite partie, parce que tu parlais de la cigarette aussi. Ouais. Et j'ai vu que le Parlement fédéral a voté une nouvelle législation par rapport au danger de l'alcool et de la cigarette. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à placer dedans l'interdiction de la cigarette sur une terrasse de café. Moi, la cigarette, elle m'insupporte. Vraiment, et puis, avec ce que j'ai vu, je pense qu'il vaut mieux ne pas avoir de cigarette près de soi. Et donc, il m'arrive, quand il fait beau, j'étais à Liège, il n'y a pas très longtemps, sur une terrasse, j'adore cette ville, je reconnais magnifique. Et comme je disais déjà à Jean à l'époque, à chaque fois que je vois Liège, il fait beau. Donc forcément, je vais sur une terrasse. Un petit verre, comme on dit. Mais alors, quand j'ai des gens qui fument, ils tardent à côté, mais je me déplace, parce que je n'ai pas envie de cette de cigarette. Est-ce qu'on ne pourrait pas comprendre que, ok, moi je ne veux pas interdire de fumer encore que ça. Voilà, je ne comprends pas qu'on puisse fumer, mais s'il y a des gens qui veulent fumer, mais qu'au moins ces espaces-là puissent être interdits pour ceux qui ne fument pas aussi. C'est peut-être une manière de mieux vivre en société. Et pour l'alcool, justement, parce qu'on parle aussi de la cigarette, mais l'alcool qui est aussi un facteur de risque pour la santé. Est-ce que tu penses qu'il faudrait mettre plus de législation sur l'alcool, la consommation d'alcool C'est un sujet sensible, parce que ça fait partie de la... C'est sensible parce que c'est la société, oui, c'est une culture et c'est toute une économie. Et toute une économie aussi. Donc, attention. Comme la cigarette en soi. Oui, si ce n'est que, où il y a une grande différence, c'est que l'alcool, souvent, ça a été produit dans des régions qui nous sont extrêmement proches. On regarde en France, le vin, la bière en Belgique, donc c'est dans la culture. Je crois que le vecteur sur lequel il faut plus travailler, c'est une fois de plus la santé. C'est comme toujours, l'abus nuit en tout. Or, le danger de l'alcool comme de la cigarette, c'est la dépendance. Qu'à un moment donné, on en a, pense-t-on, besoin pour mieux vivre. En réalité, ce n'est pas pour mieux vivre, c'est pour se foutre plus vite en l'air. Et donc, l'éducation à la santé passe aussi par là. Je ne crois pas que boire un verre de vin rouge va t'empêcher de bien vivre. Par contre, si tu as besoin d'en boire 4-5 pour te sentir bien, il y a un vrai problème. Tu veux un bon verre de vin rouge, prends-en un bon, mais un bon. Alors, plutôt la qualité que la quantité. Oui, mais surtout, éviter de créer de la dépendance qui, elle, nous faut rentrer dans un autre cycle, qui est un cycle où la santé est perturbée. Clairement, on n'a pas encore réussi à faire suffisamment ce lien entre les deux. Il reste sûrement du boulot. Moi, j'aime pas être sanctionnateur. C'est toujours difficile de sanctionner. Mais ça veut dire qu'il faut faire le travail de prévention en amont. Okay. Pour clôturer ce podcast, je pose toujours la question, la dernière question.
qui est un peu sur les préjugés. On parlait des polarités, droite et gauche. Dans l'imaginaire collectif, on a tendance à dire que quand on est une personne entrepreneur dans l'économie, dite libérale, on est plutôt tendance à voter à droite qu'à gauche. J'avais posé la question à Thomas et à Saskia, pourquoi voter au PS et écolo quand on est entrepreneur? Et là, je vais te poser la même question. Est-ce qu'il faut être de droite, est-ce qu'il faut être de gauche pour voter et pourquoi voter pour les engagés et pour toi pour la prochaine élection quand on est entrepreneur? Mais le choix, comme je l'ai dit tout à l'heure, sociétal des engagés, qui est un choix centriste et des nuances, c'est justement parce que on n'est ni de gauche, ni de droite, ni écolo. Moi, je ne crois pas à ce monde où on met une idéologie et c'est elle qui résout tout. Il y a un homme que j'admire beaucoup en politique, il est décédé depuis un certain nombre d'années, mais Michel Rocard, qui était un socialiste français, protestant d'origine, toujours intéressant aussi, parce qu'ils ont parfois une éducation qui est très, très riche également. Et il disait par rapport à l'idéologie, ça rend sourd et ça rend aveugle. Dommage que ça ne rende pas de temps en temps muet. On entendrait un peu moins de bêtises. Bien moi, je vais te dire, il y a des dossiers sur lesquels, oui, je me sens plus proche de ce que j'appelle la droite, le monde de l'entreprise, l'emploi. Il y a d'autres dossiers sur lesquels je me sens plus proche politiquement de la gauche, la solidarité sur le plan social, la solidarité intrapersonnelle, la lutte contre ces différences de genre, de race, etc. Et il y a d'autres domaines dans lesquels je me sens plus proche d'écolo. Je crois que ce qu'on est en train de mettre au frigo dans le débat, et il faut surtout éviter que ça se fasse, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Exactement. Et le rétablissement de la biodiversité, qui est pour moi quelque chose de fondamental. Et donc, je n'ai aucune envie de dire on me place dans une catégorie. Et le choix des engagés, c'est d'éviter justement des catégories. C'est-à-dire qu'on peut trouver avec tout le monde des points d'affinité, de convergence et parfois de différence. C'est pour ça qu'il y a de la liberté. Et le choix pour moi des engagés, c'est un choix de liberté. Merci beaucoup Jean-Luc d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Très content de cet échange. J'espère que les auditeurs et auditrices seront aussi contents de cette expérience, de cette interview, pardon. Et je te souhaite plein de succès pour les prochaines élections et je te dis à très bientôt. Merci Victor.